d'Arles, la cantine numérique de Brest a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 50e épisode, nous recevons Pascal Rault, économiste de l'environnement et des ressources naturelles, spécialisé dans le domaine maritime. Il co-anime le pôle observation données et méthodes du laboratoire AMUR, unité mixte de l'Université de Bretagne occidentale, de l'Ifremer et du CNRS. Une demande institutionnelle croissante d'encadrement des activités liées aux données de la recherche, de leur production, mais aussi de leur conservation, de leur diffusion et encore de leur valorisation, nourrit la réflexion de ce chercheur et de ses collègues. Il s'interroge sur les conditions d'une ouverture des données qualitatives satisfaisantes, préalable nécessaire à une science ouverte, dans le respect de la protection des données personnelles, mais aussi dans celui de la nature de la relation initiale du chercheur aux personnes et au terrain de l'enquête. Pascal Rault nous entretient ainsi de l'évolution, en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales, du rapport entre les chercheurs, les étudiants et leurs données, mais aussi les pratiques qui en découlent. Pascal Rault, bonjour. Bonjour. Tu es économiste de l'environnement. Oui. Dans un laboratoire qui s'appelle AMUR, qui est un centre de droit et d'économie de la mer, qui est sous la tutelle de l'Université de Bretagne occidentale, du CNRS et de l'Ifremer. Absolument. Alors, c'est un laboratoire qui travaille essentiellement en sciences humaines et sociales. Pour faire simple, on va dire sur la gestion de l'environnement, des ressources naturelles marines. C'est-à-dire, on va travailler à la fois sur les ressources et sur les usages qui sont faits de ces ressources, avec bien entendu une problématique de développement durable de ces ressources. Et on est historiquement un laboratoire axé autour de deux disciplines dominantes qui sont le droit et l'économie, mais aujourd'hui on est ouvert à beaucoup d'autres disciplines, la sociologie, l'anthropologie, la géographie, enfin, d'autres sciences sociales. Et au sein de ce laboratoire, tu co-animes le pôle observation données maritimes avec Sophie Leonardi. Oui, alors donc le laboratoire est structuré en trois axes de recherche et un pôle, ce qu'on appelle un pôle qui vient en support un petit peu de ces axes de recherche. Donc ce pôle, il est dédié, il rassemble un petit peu toute l'activité d'observation, donc l'activité liée aux données, à la problématique des outils de collecte de données, de traitement, d'archivage, et donc également des méthodes dédiées à l'analyse des données collectées. Et donc donc on l'appelle le pôle observation données méthodes. Et donc c'est un pôle qui vient en soutien aux actions de recherche de l'UMR. Ça se multiplie ce genre de pôle ou de support, d'appui transversal dans le laboratoire depuis quelques années? Oui, c'est une problématique en fait historiquement dans les labos anciens qui préexistaient avant la formation des UMR. On a eu en fait la formation des UMR, ça a été une réunion d'agrégats en fait, chacun venant avec ses habitudes de vie, de fonctionnement, et donc c'est difficile de créer quelque chose qui réponde d'emblée à on va avoir quelque chose de transversal, on va avoir un axe qui va travailler sur ci, sur ça, et donc ça prend du temps. On part plutôt sur des thématiques de recherche en oubliant un petit peu la technique, le numérique, les outils, et puis les données qui sont un petit peu le cœur en SHS. Si on n'a pas de données, on peut pas faire grand-chose. Alors la donnée, ça prend des formes variées. Pour nous, c'est aussi bien de la donnée qualitative que quantitative. Et ceci, c'est venu un peu plus sur le tard parce qu'il y a l'exigence aujourd'hui de à la fois valoriser la donnée qu'on collecte, qu'on produit,
Et puis il y a tout l'aspect réglementaire autour des réglementations sur les données à caractère personnel, et puis également les injonctions qui sont faites aujourd'hui à la recherche. Il y a du financement public de cette recherche, donc les données qui sont produites dans le cadre de ce rachat doivent être également publiques. Et donc il y a une grande part de ces données qui sont pas accessibles. Et donc aujourd'hui, on souhaite rendre de plus en plus accessible cette donnée, donc au travers de la science ouverte et de l'ouverture des données de la recherche. Donc c'est un petit peu peut-être pour ça aussi que se structurent de plus en plus alors peut-être parfois ce sont des pôles, parfois ce sont des missions, parfois ce sont des actions simplement au sein des laboratoires qui sont chargés un petit peu aujourd'hui de remettre un petit peu de remettre en ordre ou de remettre sur des bons rails une politique de gestion de données. Et en fait, ça, on le voit dans tous les labos, que ce soit des sciences, ce qu'on appelle dures ou molles, entre guillemets, hein, dans les sciences humaines sociales. Nous, on pensait qu'on était très en retard, très arriéré là-dessus, parce que de notre caractère de sciences humaines et sociales, souvent on est un petit peu, on a des complexes là-dessus. On pense que les sciences dures ont des infrastructures, ont des outils pour gérer tout ça, puisqu'ils produisent énormément de données. Puis finalement, ils sont aussi autant dans la panade que nous, si c'est pas plus. Et le laboratoire travaille sur à la croisée de différentes disciplines, l'économie, la sociologie ou la socio-économie, et puis le domaine juridique aussi. Ouais. C'est quand même des données qu'on peut imaginer assez hétérogènes, avec en tout cas des méthodes de collecte, des méthodes de production et des méthodes et des usages en fait, et peut-être derrière des besoins très différents. Ouais, absolument. On a une anthropologue qui nous a rejoint. Donc, quand on a eu l'association au CNRS, on est longtemps resté sans personnel CNRS. Alors aujourd'hui, on a une chercheuse CNRS, mais elle est arrivée en questionnant beaucoup le rapport à la donnée. Et auparavant, on traitait beaucoup de la donnée comme un objet réglementaire, et puis on produisait beaucoup de données plutôt quantitatives. On prêtait pas beaucoup attention à la donnée qualitative. Mais ça, c'est notre acquis historique. Hein. On a au sein de notre unité de recherche, on avait ce qui a un petit peu généré la création de ce pôle. On avait deux grands observatoires, voire même trois, liés à la pêche. On avait deux observatoires. L'Ifremer a un observatoire des pêches qui s'appelle le système d'information halieutique. On va dire qui produit beaucoup de données sur la gestion des stocks, l'évaluation des stocks halieutiques. Et à Mur, la composante Ifremer d'Amur est en charge du volet, ce qu'on appelle usage, donc tout l'aspect socio-économique lié à cet observatoire. Et donc on avait beaucoup de données quantitatives liées à cette observation. À côté, on avait aussi un observatoire régional des pêches, mais qui n'existe plus. On n'a pas eu qui était l'observatoire régional des pêches de Bretagne. Et puis, on a aussi quelque chose qui est aussi porté par l'Ifremer, qui porte sur les données économiques maritimes françaises, qui est une sorte d'atlas de l'économie maritime française qui donne un panorama. Donc là aussi, beaucoup de données quantitatives. Et puis, on n'avait aucune valorisation, enfin aucun archivage, aucun recueil des données qualitatives qu'on pouvait produire. On avait une collègue en sciences politiques, et puis est arrivée donc cette collègue en anthropo, en sociologue, qui a l'essentiel de son travail, c'est de la donnée qualitative, c'est de l'entretien auprès d'acteurs, de parties prenantes. Et donc là, on a commencé alors on le savait déjà, mais on questionnait pas beaucoup ce rapport à cette donnée qualitative, et donc cette collègue a monté un petit projet financé par le GIS Marsouin sur le partage de la donnée qualitative à l'ère du numérique. Et donc, il posait vraiment la question du rapport à la donnée qualitative, et puis des injonctions qui nous sont faites dans la recherche en termes de réglementation, d'ouverture de toutes les données,
et qui est une injonction qui est très pensée en fait pour de la donnée quantitative et puis assez peu qualitative et qui questionne pas du tout cette dimension qualitative, notamment alors c'est un projet qui s'appelait Pardoc, je crois que c'était partage des données qualitatives à l'ère du numérique, quelque chose comme ça. Et donc on a eu un gros travail qui a été fait, le premier dans le genre, je pense, qui questionne vraiment l'ouverture des données de la recherche et des données qualitatives, et qui questionne c'est quoi une donnée pour un chercheur, c'est quoi une donnée qualitative. Notamment, pour les sciences sociales qui produisent ces données qualitatives, on se rend très vite compte que on ne dissocie pas le chercheur qui a produit cette donnée de la donnée, et que cette donnée qui est produite, quelque part, elle contient, on va dire, un petit bout d'âme du chercheur. Et que souvent, cette donnée, sans le contexte et sans le chercheur qui l'a produite, elle est assez difficilement réappropriable et réanalysable sans... voilà, c'est donc l'ouverture systématique comme ça, on comprend ce qu'il y a derrière, c'est l'intelligence artificielle. On a besoin de moissonner beaucoup de données, de la faire travailler sur beaucoup de données. Donc, ces injonctions d'ouverture, c'est pas simplement quelque chose de très hédoniste, de très hédonique, d'ouverture pour la science. C'est aussi aller nourrir des intelligences artificielles qui ont besoin de beaucoup de données. Donc, ça pose aussi des questions de recherche, d'éthique, et donc on a posé un questionnement. Non plus seulement sur la gestion d'une donnée de recherche, mais également un questionnement autour de la donnée comme objet de recherche. Oui, on peut imaginer au départ que le producteur de données pourrait être transparent, et alors qu'en fait, pour réussir à bien interpréter, à saisir cette donnée cette production de manière critique, on a besoin de savoir où elle vient, dans quel contexte elle a été forgée. Absolument, oui. Et ceci, donc, c'est ce qu'on a souligné, mais ce qui ne veut pas dire que voilà que ces producteurs de données ne veulent pas être transparents. Ils le sont tout à fait, mais à leurs conditions. Et il y a quelque chose aussi, alors qui provoque une ouverture assez dans la panique de ces données. Et là, tout à coup, il y a plus beaucoup alors, à côté de cet usage qui peut être fait sans faire le lien au contexte, au producteur, etc. Il y a aussi l'inquiétude parfois, voilà, de pas être celui qui va valoriser cette donnée. On produit beaucoup de données, notamment sur l'observatoire halieutique. Et puis il y a un temps de validation, de calibrage, de calibration de ces données qui est très important, très chronophage. Et souvent, les collègues n'ont plus le temps d'aller valoriser cette donnée. Ou alors, on garde cette donnée en disant, voilà, je vais la valoriser plus tard. Donc, il y a une espèce aussi là de repli sur soi en disant, je veux bien la partager, mais faudrait d'abord que ce soit moi qui puisse la valoriser au travers de publications, etc. Et puis, quand on s'approche de la retraite, il y a soudain l'effet panique de dire, mais toutes ces données qui sont sur mon ordinateur, qu'est-ce qu'elles vont devenir c'est quand même des données importantes. Et là, on a l'effet un petit peu inverse qui s'opère. Dit au secours, aidez-moi à pérenniser toutes les données que j'ai pu collecter pendant ma carrière. Et donc, c'est souvent par l'aspect sauvegarde qu'on arrive à finalement à commencer, alors on parle pas d'ouverture, mais au moins à sauvegarder ces données pour qu'elles soient stockées de façon un petit peu pérenne, qu'elles soient documentées, et ensuite libre aux producteurs bien de mettre un embargo, de les ouvrir ou pas. Enfin voilà, ça sera vraiment du domaine du producteur, en son âme et conscience. Et puis on se rend vite compte que plus la retraite rapproche et plus les garde-fous sautent. Et ils sautent de façon souvent un petit peu trop rapide, parce qu'il n'a pas eu le temps, ce producteur, cette productrice n'ont pas eu le temps d'aller renseigner de façon suffisante leurs données par des métadonnées, etc. Et tout à coup, ils ouvrent un petit peu tout de façon un petit peu mode panique. Ces données ensuite supportent différents projets de recherche. Qu'est-ce qu'il y a sur le feu en ce moment Je peux dire ce qui se fait sur les projets sur lesquels je suis plutôt. Et on vient de... Par exemple, je peux prendre le cas d'un projet qui porte sur alors qui est intéressant parce qu'il porte sur la
télédétection des efflorescences algales nuisibles et toxiques, hein. Donc on a des efflorescences qui sont naturelles, mais qui peuvent être amplifiées par l'action humaine. Je pense qu'il faut expliquer ce que c'est qu'une efflorescence. Alors une efflorescence, c'est ce qu'on appelle un bloom. Donc c'est quand les conditions, alors pour faire simple, on va dire de quand il y a de la nourriture dans l'eau, qu'il y a de la température, qu'il y a assez de lumière, eh bien on va avoir du phytoplancton, donc des microalgues qui vont se développer de façon on va dire en excès pour l'homme, mais qui vont se développer de façon très très importante et qui vont générer en se décomposant des effets qui peuvent être des effets d'anoxie, de consommation d'oxygène, de stress, et puis ces grandes efflorescences, certaines efflorescences peuvent être liées à des différents types de phytoplancton, donc de microalgues, et parmi ces phytoplanctons, alors on a deux types de plancton, on a le phyto et le zooplancton. Donc le zooplancton, voilà, c'est du plancton, on va dire, animal, et puis les autres vont être du plancton végétal, on va dire plutôt des algues. Et dans ces microalgues, dans cette partie phytoplancton, on va avoir des phytoplanctons toxiques ou nuisibles et toxiques. Et donc ces phytoplanctons, sous des conditions particulières qu'on connaît, alors on sait ce qu'il faut pour avoir ce type de phytoplancton. Pour autant, on ne sait pas comment ça s'agence. Donc ça veut dire que on sait ce qu'il faut pour qu'il y en ait, mais on peut pas le prévoir. Aujourd'hui, on n'a pas de capacité de prédiction. Les modèles sont pas suffisamment précis, ou voilà, on a trop de bruit dans les modèles pour être en capacité de prévoir une efflorescence algale, et d'autant plus nuisible. On pourrait prévoir des efflorescences algales, pour autant, c'est pas parce qu'il y a une efflorescence qu'elle sera toxique. Donc, quand on a un type d'efflorescence sur cette condition, souvent de stress, eh bien, ces phytoplanctons, ils peuvent relarguer des toxines. Et ces toxines, bien souvent, elles sont pas nuisibles pour les coquillages, notamment, qui vont les filtrer, qui vont s'en nourrir directement. Mais par contre, on va avoir une bioaccumulation de ces toxines qui vont les rendre toxiques après pour les consommateurs secondaires, donc au sein de la chaîne alimentaire. Les consommateurs de coquillages, eux, vont être malades par l'absorption de ces toxines qui ont été concentrées par les coquillages notamment. Vont être D'où l'intérêt de les télédétecter. Voilà, et donc on a des réseaux de suivi aujourd'hui qui ont été opérés pendant très très longtemps par l'Ifremer, ça s'appelle le REFI et le REFITOX, donc le réseau de suivi des phytoplanctons. Et puis quand on trouve dans ce réseau de suivi des phytoplanctons, quand on trouve dans ces phytoplanctons qui sont mesurés, qui sont suivis, quand on trouve des espèces toxiques, on déclenche le REFITOX, qui est donc les analyses de ces phytoplanctons toxiques. Donc on va voir si on va trouver les toxines ou pas. Et donc ça va entraîner des fermetures, des zones de production, des rappels de l'eau qui peuvent être contaminés, etc. Donc qui ont des impacts assez importants. Et donc finalement, on a des réseaux de suivi qui sont la photo à un moment donné. Et pour autant, si on trouve que c'est contaminé, on va rappeler. On va fermer, on va rappeler. Pour autant, quand on va faire la mesure, ça prend un certain temps. On prélève, on a un échantillon, on va faire une mesure. Alors, on prélève des coquillages autour, au cas où on ait besoin d'analyser ces coquillages. Si on trouve le phytoplancton toxique, on va analyser le coquillage, on va regarder la concentration de toxines dans la chair de coquillage, et tout ça prend du temps, ce qui fait que la fermeture, elle va être décrétée au bout de plusieurs jours. Et donc, il se sera passé un laps de temps pendant lequel il y aura eu peut-être de la consommation, de la production, et peut-être même de la consommation. Donc l'idée, c'est d'être capable d'anticiper un petit peu ces efflorescences. Alors, on n'a pas les moyens de les prévoir aujourd'hui, parce que voilà, on connaît les ingrédients, mais on connaît pas la recette, comment ça s'agence tout ça. Alors l'idée de certains collègues, notamment de l'Ifremer et puis du Plymouth Marine Lab à Plymouth, c'était d'utiliser la signature optique de du phytoplancton, donc de la chlorophylle A, c'est comme ça qu'on le voit, et à partir en fait de modèles, on va dire des modèles de mesure in situ, et par la télédétection, on peut essayer de regrouper, d'avoir des corrélations, on va dire, entre les signatures optiques qui sont détectées par
satellites et puis ce qui se trouve dans l'eau. Et donc, sur quelques familles de phytoplancton, les collègues ont développé un outil d'alerte en ligne qui permet, quasiment en moins d'1 heure après l'acquisition d'une photo satellite, ils sont capables de donner un risque, une probabilité d'efflorescence algale liée à ces phytoplanctons. Alors ça marche bien sur 2-3 familles et ça marche pas terrible pour d'autres familles. Donc ce sont des avancées assez intéressantes. Le problème c'est que c'est de la donnée qui est produite en routine, quasiment chaque jour. Le satellite va acquérir une photo et puis en quelques, voire en 1 heure, on peut avoir cette donnée disponible sous l'outil d'alerte en ligne. Alors, ça donne une probabilité d'efflorescence, ça donne pas un risque de contamination, un risque de toxicité. On n'a pas encore le lien, on peut pas faire le lien entre les deux. Mais voilà, on peut adopter des mesures de précaution si on voit qu'on a des fortes efflorescences, on a une connaissance historique, voilà, on sait que quand on a ce type de situation sur cette zone, on sait généralement, en fonction de l'hydrodynamique, on peut anticiper un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Si ça peut être un outil, alors ça va pas venir se substituer au réseau de suivi, mais ça peut être un outil supplémentaire d'aide à la décision pour fermer une zone ou pas. On voit bien dans ce que tu décris l'intérêt, au-delà du monde de la recherche, de bien gérer les données et donc de l'intérêt du pôle que tu animes. Et donc il y a cet appui en fait aux décisions, aux politiques publiques. C'est cette bonne gestion entre guillemets des données qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque comme j'en faisais référence, on a beaucoup de producteurs de données en dehors de l'observation très structurée des grands observatoires que l'on gère. On a beaucoup d'observations qui sont liées à des projets de recherche et là-dessus, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe parce que y a des habitudes qui sont prises et le chercheur, les 3/4 du temps, je pensais que c'était assez proportionnel et absolument pas. Le chercheur, il a ses données sur son disque dur, éventuellement sur un disque dur externe, et puis c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Il n'y a pas disons que les supports techniques se sont développés, les infrastructures de stockage se sont développées, sans que la connaissance technique ait suivi au sein des communautés de recherche. Le chercheur n'est pas forcément au courant de ces entrepôts de stockage, ou peut-être qu'il ne les connaît pas tous, certains qui seraient plus adaptés à son usage. En fait, on a 2 typologies un petit peu d'usagers, de pratiquants. On a le chercheur ancien qui a connu le début du numérique, l'informatique, les débuts d'Internet, et qui lui a commencé à travailler avec des disquettes, le disque dur, etc. Et puis qui a souvent eu tout ça en local. Donc lui, quelque chose en ligne, un cloud, ouais, mais c'est plutôt de la Dropbox pour échanger avec des collègues. C'est pas vraiment pensé, voilà. Il y a ce truc d'échange, mais pas de partage. C'est je te donne, tu me donnes, mais c'est pas vraiment ouvert. Voilà, c'est pas pensé dans une infrastructure de stockage, d'ouverture, etc., de pérennisation de la donnée. C'est un disque dur ouvert à quelques-uns, voilà, sans plus. Et donc il y a pas. Et puis de l'autre côté, on a les jeunes chercheurs qui arrivent aujourd'hui, dont on pense nous, ils ont toujours connu l'internet, cette génération Z. Ils doivent avoir des pratiques, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur les clouds, donc tout ça. Et paradoxalement, ceux-là, ils sont, je dirais, ils sont presque moins bien outillés, moins bien achalandés, moins bien préparés que nos anciens chercheurs. En fait, ils ont toujours vécu avec le numérique, mais sans questionner vraiment ce numérique. Je prends un exemple, par exemple, nous, les anciens, entre guillemets, pour gérer nos mails, on a un logiciel de gestion de courrier électronique. On a tous, voilà, on était sur Odora, sur Thunderbird aujourd'hui, etc. Cette génération-là, elle a grandi avec les webmails. Donc, c'est l'interrogation du mail en ligne. Et donc, quand on leur ouvre un compte mail, etc., et qu'on les voit
gérer leur compte, leur mail avec ces webmails, on se dit mais attends, ça c'est pour nous c'est une plateforme de consultation quand on est en déplacement ou voilà qu'il y a un bug sur notre ordinateur, etc. quoi. Comment tu peux gérer tes mails professionnels sur une plateforme comme ça? C'est ingérable quoi. Et voilà, ils ont grandi avec ce genre de truc. Et pareil, le cloud, l'internet, c'est un truc un peu obscur. C'est quelque chose, on sait pas bien. On balance de la donnée, on sait pas trop ce que ça devient. Et finalement, ils sont pas du tout rigoureux, quoi. Ils ont acquis une pratique de loisir un petit peu, hein, des usages du numérique. Et quand ils arrivent dans leur cadre professionnel, bah, finalement, il y a aucune pratique rigoureuse. Euh, je veux dire simplement en termes de sécurité des données. Et alors on pourrait penser que cette génération du numérique serait bien mieux préparée, bien mieux outillée, et pas du tout. Je dirais que c'est peut-être même pire que l'ancienne génération, quoi. Et entre les deux, là, tu te dis, bah voilà, on a des chercheurs un peu, je vais pas dire perdus, hein, mais pour une grande partie qui sont quand même, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support, et puis et nous qui sommes derrière, qui disons, bah voilà, dans le pôle, on va prendre le b.a.-ba, on va mettre en place une politique de gestion des données. Essayer d'apprendre c'est quoi une donnée, comment vous la stockez, etc., etc. Donc on organise comme ça des petites formations. Euh, alors, on a eu des appels au secours parce qu'on est obligé de faire des plans de gestion de données. Comment on fait un plan de gestion de données? Donc on a organisé ça. Puis après on dit voilà comment on gère une donnée. Où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide? Où vous pouvez stocker votre donnée, etc., etc. Et donc nous en sciences humaines et sociales, on a beaucoup de chance parce que euh, les sciences dures ont bénéficié de très grandes infrastructures de recherche transversales en fait aux sciences dures, aux disciplines. Ça a été, par exemple, je sais pas, des calculateurs, je sais pas, des grands équipements. Puis nous, les sciences humaines et sociales, à un moment, on a dit, mais nous, on n'a rien eu en train de grandes infrastructures de recherche. Tu dis, bah, on n'a pas besoin de gros calculateurs, on n'a pas besoin de trucs très bling bling. Et donc finalement, ce qui a été pensé pour nous, c'était une très grande infrastructure de recherche, Humanum, les humanités numériques, et puis on a également Progedo, je pourrais même plus dire ce que c'est que Progedo, mais lié à la donnée. Euh, et donc dessus, on a eu une offre de services fantastique, phénoménale, en termes d'infrastructure, de stockage, en termes de gestion des données, d'ouverture, de valorisation de nos données. Et tout ça est venu finalement très en amont. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas du tout... enfin, aujourd'hui, ils le sont un peu plus. Mais finalement, l'outil était prêt avant que presque que le besoin arrive, quoi. Et donc, on a des chercheurs, donc on essaye d'éduquer, d'accompagner aujourd'hui vers ces très grandes infrastructures de recherche. Et donc, on essaye de développer tout un ensemble de bonnes pratiques. Alors, on rentre pas du tout sous l'angle vous êtes obligé de partager vos données. Ce sont pas vos données, elles appartiennent au financement. Enfin voilà, c'est les données, c'est vrai, ce sont les données du laboratoire, ce sont pas les données du chercheur. Ça sera encore, c'est encore assez difficile hein, à faire entendre, mais bon, et voilà, on essaye de mettre en place des bonnes pratiques, mais vraiment sous l'angle. Attendez, vous avez beaucoup de données, on a des sociologues et des anthropologues qui produisent énormément de données, bien plus que nous en termes de données quantitatives. Ce sont des entretiens audio, ce sont des photos, ce sont des films. Donc ça prend, c'est de la volumétrie très très importante. Et donc eux sont bien mieux, je dirais, achalandés que nous, bien mieux équipés, bien mieux sensibilisés que les chercheurs plutôt, on va dire, sur de la donnée quantitative. Et donc, bah, on essaye de mettre en œuvre comme ça un petit peu des bonnes pratiques sous l'angle. Euh, on parle pas d'ouverture, on parle pas de partage. On dit voilà, on commence à sauvegarder vos données, et ensuite on voit. Une fois qu'elles sont sauvegardées proprement, on commence à les accompagner vers voilà, qu'est-ce que vous faites de ces données qui sont sauvegardées. Et vous essayez de les amener petit à petit vers le faire. Oui, 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 oui. On va préciser ce que c'est que le faire. Peut-être, c'est un acronyme, FAIR, qui veut dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Mm. Et qui est un peu un modèle de ce que seraient des bonnes pratiques dans ce domaine. Ouais. Alors nous, on a questionné un petit peu dans ce projet Pardoc dont je parlais tout à l'heure, hein, sur le questionnement de l'ouverture des données de recherche, notamment des données qualitatives à l'ère du numérique. Pour bon nombre de collègues, ce cycle-là,
il se boucle pas pour eux, parce que le réusage, il se fait pas comme ça. Le réusage, notamment par rapport à la donnée qualitative, notamment par rapport à l'attachement euh, du producteur de données et du réusage qui peut être fait de ces données, qui n'a un sens, qui peut ne pas avoir de sens s'il n'est pas repositionné dans son contexte. Et repositionner le contexte, c'est compliqué en dehors du chercheur. Donc c'est quelque chose. Le faire est pensé de façon très automatisée, de façon très systématique. Et finalement, dans la pratique, ça n'est pas beaucoup. D'une donnée quantitative, peut-être un peu plus, mais pour autant, voilà, les collègues ont beaucoup questionné un petit peu ce cycle de la donnée. Mais bon, on comprend hein, derrière le questionnement qui peut être fait de ce réusage, quoi. Dans le terme même donné, il y a transparaît l'idée que c'est quelque chose qui demande pas beaucoup d'efforts, c'est offert, c'est Mmh. donné. Alors que, tu l'as bien précisé, c'est souvent très chronophage. Ça demande beaucoup de ressources pour, la collecte, pour le traitement encore plus et ensuite pour pouvoir réussir à correctement analyser, heu, dans le cadre permis par ces données, une fois qu'on a bien, précisé ce qu'elles étaient. Alors nous, on travaille beaucoup sur la donnée à caractère personnel. Donc les collègues ont été très sensibilisés là-dessus et c'est aussi ce qui a permis de commencer à gérer cette donnée finalement. On se dit bah finalement c'est une donnée euh, beaucoup de ces données sont à caractère personnel. Alors on peut les anonymiser etc. Mais euh, on se rend compte, on parle plutôt de pseudonymisation hein, parce qu'en croisant toutes les sources de données possibles et imaginables, on arrive toujours à identifier un petit peu la personne qui sera liée à ces données. Et donc, bah, c'est par cet angle-là qu'on a pu réussir un petit peu à commencer à mettre en œuvre cette politique de gestion de données qui est excessivement chronophage. Et on a besoin de support là-dessus. Et finalement, on va dire que les institutions de recherche, le ministère a beaucoup pensé à un moment, s'est dit mais euh, qui euh, c'est le métier de qui de gérer ces données. Ben, si on dit ben, finalement il y a une branche d'activité professionnelle, on appelle ça une BAP, en sciences humaines et sociales, qui est alors on a des lettres hein, pour le A, B, C, D, E, F, etc. Et le D c'est les sciences sociales. Et dans il y a une sous-branche de métier qui est euh, production, analyse, production, traitement, analyse et enquête. Donc, il me dit, mais c'est ce métier-là. Donc, ce sont ces personnels d'appui à la recherche, support, les techniciens, les assistants ingénieurs, les ingénieurs. Finalement, c'est leur boulot, c'est marqué dans l'intitulé de leur branche d'activité. Donc, finalement, à eux d'aller gérer ça. Et finalement, on se rend compte que on n'est pas du tout outillé pour ça. On n'a pas, on a alors cette branche d'activité D, hein, donc de sciences humaines et sociales, elle est hyper variée. C'est la branche d'activité par rapport à d'autres branches d'activité qui a la plus grande diversité. Ça va regrouper des économistes, des juristes, des sociologues, des musicologues, des lexicologues, des archéologues, des sciences de l'art. Enfin, voilà, on a une diversité phénoménale. Et derrière ça, voilà, on a des pratiques différentes, on a des connaissances différentes, et finalement cette branche d'activité, elle est pas du tout outillée pour ça. On a quelques gens qui s'y connaissent parce que ce sont des gens qui se sont formés tout seuls. Euh, Finalement, les seules personnes, on va dire, ce sont peut-être plutôt des gestionnaires de bases de données, mais il y en a pas tant que ça, et qui ont ces profils-là. Et assez vite, on s'est rendu compte que les personnels qui étaient clés là-dedans, c'était les personnels de bibliothèque et des sciences de l'information. Ce sont eux qui ont vraiment cette habitude, cette culture de la donnée. Et bien avant tout le monde, parce que depuis très longtemps, la science ouverte, ça leur parle bien évidemment. Euh, Dans les bibliothèques, quand on a des abonnements dans des revues, etc., qui coûtent plusieurs dizaines, si pas centaines de milliers d'euros, ils sont très sensibilisés à ça. Donc,
la science ouverte, l'ouverture des données, c'est quoi une donnée, comment on gère des données en bibliothèque. Donc, ce sont vraiment les personnels qui étaient et qui sont vraiment, à mon sens, vraiment les plus à même et les plus au goût du jour, vraiment et en capacité de traiter ces problématiques-là. Et on s'est rendu compte, nous, quand on suit beaucoup de formations en ligne, on voit que beaucoup de ces personnels sont présents et que ce sont eux qui sont un petit peu derrière cette dynamique de gestion de données, qui sont vraiment la force motrice. Et souvent, l'accent a été mis sur les personnels de la BAPD, alors que c'est pas du tout, c'est vers ces personnels. Alors, on s'en rend compte. Et puis à côté, voilà, ils sont pas non plus c'est pas leur métier à 100%. Et donc aujourd'hui, on observe des premières formations sur des métiers de gestion de la donnée. On commence à avoir un certain nombre de masters qui sont lancés autour de ces problématiques de gestion des données de recherche, et vraiment avoir des profils qui viennent répondre aux enjeux autour de ces données. Oui. Tu parlais de sciences ouvertes et ça évoque un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de producteurs de données qui ne sont pas chercheurs ou qui ne sont pas officiellement chercheurs, et donc le point autour des approches participatives de la science. Oui, absolument. Alors, on a aussi... Alors, les sciences participatives chez nous, ça fait... quelque part, parfois, on a l'impression de réinventer la roue, quoi. Finalement, surtout en sciences humaines et sociales, on a l'habitude de faire des focus group, des ateliers d'acteurs, etc. On n'a pas entendu aujourd'hui que ce soit à la mode ou qu'il y ait des incitations pour le faire. Et puis, il y a souvent une confusion entre sciences participatives, sciences citoyennes. Et puis on voit aussi beaucoup, quand on parle de sciences participatives, on a beaucoup de collègues des sciences dures qui disent mais j'ai des citoyens producteurs de données, ou alors des citoyens qui peuvent analyser la donnée que je collecte en nombre de façon automatisée, et finalement avec un peu d'intelligence artificielle, si on demande à chaque citoyen de traiter de la donnée, enfin je pense au vol, par exemple à la disparition du vol de Malaysia Airlines, où on a demandé par exemple aux citoyens d'analyser les photos satellites qui étaient prises. Et là, il y a souvent une confusion entre le sens société où on a et puis la science citoyenne où on a des producteurs de données finalement qui sont une main-d'œuvre facile pour la science et pour la recherche, et vers lesquels il n'y a pas toujours de retour. Et puis on a quelque chose d'intermédiaire où on va avoir un objet de recherche, où on va aller voir les acteurs, et puis on va les associer à notre recherche. Et puis il y a une étape un petit peu beaucoup plus dans le transdisciplinaire, où là on a quelques collègues où on travaille depuis longtemps comme ça, notamment autour de la gestion intégrée des zones côtières, où on va plus loin que d'associer les parties prenantes. On va formuler directement la question de recherche avec les parties prenantes. Parce qu'on se rend compte, notamment nous en sciences sociales, il y a la dimension sociale qui est un attracteur qui va faire dériver toute notre questionnement. Et si on la questionne pas bien, c'est souvent, si c'est simplement formulé, l'enjeu de recherche est évident, on le met pas en délibération avec la société, eh bien on se rend très vite compte que ça va dériver, que le questionnement qui paraissait très évident au départ, eh bien il est souvent biaisé. Et donc on a un petit peu tout ce range un petit peu d'application des acteurs. Alors aujourd'hui, nous en termes de, si on reste sur l'aspect citoyen producteur de données, nous dans notre laboratoire, on en a pas beaucoup encore. On n'a pas vraiment de on va collecter de la donnée auprès des citoyens, mais je dis peut-être des bêtises, hein, j'ai pas un panorama, j'ai pas une vision complète du panorama de nos projets. Il y a des choses qui se font, je pense à nos collègues sociologues, anthropologues,
j'ai pas la vision totale de ce qu'elles font, mais elles associent beaucoup les citoyens dans des approches art et sciences. Euh, mais alors en termes des données, tu vois, de production de données, moi j'aurais pas assez de recul là-dessus, à part avoir un jugement un petit peu a priori, mais en termes de pratique, on n'est pas, nous, notre laboratoire, on n'est pas encore vraiment impliqué dans des citoyens producteurs de données, alors au service de la recherche, au service je sais pas si c'est ce que tu entendais par ta question. Oui, par exemple, comment peut-être des personnes qui font partie de panels de recherche vont demander à avoir ces données, vont éventuellement être intéressés se les approprier, en fait. En fait, l'essentiel de nos approches repose sur des entretiens, la mise en œuvre d'enquêtes, et puis, mais je pense à un projet notamment sur les gilets jaunes, un ANR sur les gilets jaunes, où on a une collègue sociologue qui s'est emparée qui s'est emparée, pardon, au sens scientifique du terme, mais des gilets jaunes par exemple qui avaient informé au jour le jour par des coupures de presse, par des photos de rassemblement, qui avaient documenté toutes leurs actions, en ont fait une espèce de catalogue assez imposant, assez impressionnant, d'une richesse très très importante, et le mettent et ont mis ceci à la disposition de la collègue chercheuse. Et donc se pose la question de dire comment je l'archive, je l'archive, comment je peux stocker cette donnée, comment je la numérise, une donnée qui a été produite par ces gilets jaunes, qui est faite de photos, de commentaires, de journal personnel, d'articles de presse, et qui documente le mouvement au jour le jour sur un territoire précis. Et donc c'est quelque chose qui est super riche pour un chercheur. Et donc se pose la question euh, à la fois de la légitimité de ce qu'il va en faire, comment je peux utiliser ce matériel-là, sans trahir la personne qui me l'a confié. Et puis on a le même questionnement dans un entretien. Euh, quand on recueille une parole dans un contexte particulier, qui a des mots qui expriment des revendications politiques, on dit voilà comment je vais restituer cette parole sans porter préjudice à cette personne qui me l'a confié dans un moment particulier, etc. Donc il y a un vrai questionnement donc aussi de tout ce matériel collecté aujourd'hui. On n'a pas d'approche robuste. Nous, c'est ce qu'on découvre un petit peu, et on essaye d'appliquer les outils qu'on a sur les données quantitatives pour essayer de gérer ce type de données-là. Alors typiquement, en essayant de la scanner, en réorientant vers les collègues, encore une fois, des bibliothèques qui ont peut-être des outils plus adéquats pour scanner ce genre de documents, et puis pour les informer, les stocker. Ils ont cette culture de la bibliothèque, la, de la bibliométrie pour informer et valoriser ces documents. Après, sur l'usage, l'exploitation de cette donnée, là, ça va dépasser un petit peu sur. Je n'avais pas encore assez de recul. Ces collègues ont commencé vraiment à analyser ces matériaux-là, mais ça pose vraiment le questionnement de voilà du lien entre le chercheur et la personne qui lui a confié ce matériel. Oui, on voit bien que même s'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place, beaucoup de référentiels, de législation autour de tout ça, les questions sont encore très très ouvertes. Oui, oui, oui. On a, on a le cadre réglementaire, on a les outils, on a les infrastructures, mais tout ça s'est fait un peu de façon déconnectée. Puis on s'est dit, ben voilà, il y a qu'à mettre ça au milieu il y a qu'à poser ça. Il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Il suffit de s'en servir. Mais toute la démarche de sensibilisation, d'inculturation à la donnée de recherche, tout ça, ça a été fait un petit peu derrière, c'est venu un petit peu en aval. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de communications qui se font,
mais la communication n'arrive pas toujours au chercheur qui est débordé, qui a des tonnes de mails. Donc nous, on essaye de relayer ça vers des formations, vers des sensibilisations. Donc c'est difficile. Donc nous, on essaye plutôt de faire venir ces ressources et ces moyens sur notre laboratoire, sur notre institut, plutôt que les chercheurs aillent sur un Zoom en ligne, sur une formation de 2, 3, 4, 5 heures sur Rennes, ou etc. Donc on essaye plutôt de faire venir ces moyens dans les laboratoires, plutôt que le chercheur. Et puis le chercheur, il sera toujours là, il dit voilà, c'est le jour où il va cette donnée va lui tomber dessus. Le jour où il va devoir mettre en œuvre quelque chose, c'est là où tout à coup il va venir nous voir. Et donc on n'aura pas et pourtant on aura communiqué dessus pendant 6 mois ou 1 an. On a envoyé des tonnes de mails de sensibilisation, mais bon là c'était pas le moment pour lui, il était occupé à autre chose. Et puis voilà, donc on essaie plutôt d'organiser des espèces d'ateliers, de faire venir un petit peu ces moyens chez nous, plutôt que et puis les faire venir chez nous, c'est aussi le moyen en disant voilà, les chercheurs, venez avec vos jeux de données actuels ou anciens, et puis venez pratiquer un petit peu. Donc il y a aussi l'aspect apprentissage, apprendre en le faisant, et sur avoir un intérêt sur des données d'intérêt pour eux. Et donc on arrive comme ça à mobiliser un petit peu les collègues. Mais on est plutôt dans cet aspect-là, et c'est ça qui a manqué beaucoup, c'est toute cette phase d'acculturation du chercheur. Alors il y vient aujourd'hui, mais un peu contraint et forcé par l'aspect réglementaire, le RGPD, le règlement général de protection des données à caractère personnel, et puis les contraintes, ce qu'imposent les financeurs, puisqu'on repose pour beaucoup, nous, c'est essentiellement du financement public de la recherche. Alors c'est de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, des projets européens, donc essentiellement des agences de financement public. Et je pense qu'on a également beaucoup à apprendre des Américains, où eux, s'il y a 1 cent d'argent public qui est mis dans un projet, la totalité de la production du projet est publique. Et on a accès comme ça, mais on a accès à la totalité de ce qui est produit, de la donnée, des modèles, et non seulement on a accès aux modèles, mais on a accès également au support. On a un problème avec le modèle, on ne sait pas l'utiliser, derrière il y a un ingénieur de l'armée américaine qui a produit le données, qui va vous répondre dans la journée, etc. Donc il y a vraiment cette ouverture, mais qui est, enfin, elle se pense même pas, elle est naturelle, quoi. Alors bon, évidemment, sur de la donnée, sur de la bathymétrie, sur des modèles d'hydrodynamique, etc. Voilà, ok. Maintenant, oui, sur de la donnée qualitative, voilà, c'est ce dont on a discuté au début. Effectivement, la question est un peu plus compliquée. Enfin, de la donnée qualitative, et puis à caractère personnel aussi. Mais il y a vraiment ce manque de cette phase qui a été un peu négligée. Enfin, pas négligée, les gens en étaient conscients, mais tout ça est venu un petit peu après, et sur la façon de mobiliser les collègues là-dessus, c'est il y a juste quelques annonces comme ça. C'est venu aussi beaucoup pendant le Covid, donc les gens étaient occupés à autre chose. Et donc voilà, c'est ce qui a manqué un petit peu, le lien entre ces infrastructures, ces politiques, et puis l'acculturation en fait des chercheurs qui voient le truc leur tomber dessus comme une météorite, donc cette crainte, et on avait plutôt un sentiment de crainte du chercheur vis-à-vis de ces gestions de données, qui voilà, c'est une tâche supplémentaire, c'est chronophage, j'ai déjà pas le temps de faire ce que je dois faire habituellement, mais si en plus on me demande de faire ça, non, là je peux plus. Et donc une crainte, et puis aujourd'hui, petit à petit, on y vient par quelque chose, on va dire, un peu plus efficace, qui peut leur faire gagner du temps. Voilà, on va trouver vos données, elles vont être proprement stockées et informées quelque part. Quelque chose qui sera plus rassurant, plutôt que quelque chose qui génère une menace. Donc petit à petit, on vient vers quelque chose qui va les rassurer un peu plus, vers lesquels ils vont se sortir de plus en plus à l'aise. Mais ça prend du temps. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Rowe. De rien.
Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.